Bonsoir à tous, je suis Jérémy d'Innovation Time. On se retrouve ce soir en compagnie de Marc-Antoine. Alors, on nous avait déjà parlé de lui la semaine dernière, Manon nous en avait parlé, et puis aujourd'hui, il est là, c'est magnifique. Et donc, Marc-Antoine, tu es diplômé d'HEC depuis 2015, Bachelor en Management, et aujourd'hui, tu as quelques aventures entrepreneuriales déjà derrière toi et encore plein devant, visiblement, d'après nos conversations. Et du coup, merci d'avoir accepté cette invitation pour nous partager un petit peu toutes ces expériences. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour commencer? Merci à vous pour l'invitation. Comme tu as dit, j'ai été diplômé HEC en 2015. Donc en juin 2015, j'ai terminé mes études à HEC Lausanne. Après ça, j'ai repris le management de mon frère qui est snowboarder professionnel et musicien. C'est pas de Burgener, il fait du halfpipe, du snowboard halfpipe dans l'équipe nationale. Et puis fin 2015, début 2016, on a lancé avec deux amis le projet Alaya, qui fait pas mal de bruit en ce moment parce qu'ils viennent d'ouvrir le premier bassin de surf d'Europe à Sion. Et puis il y a aussi un centre de sport d'action, comme on dit, à Crans-Montana. Sauf que j'ai vendu du coup mes parts dans ce projet en 2018. Et puis en 2018, au même moment, j'ai créé ma société dans tout ce qui est justement management d'athlètes, d'artistes et aussi dans la création de marques dans son ensemble, donc création de marques, marketing digital, production de contenu. Euh, et puis j'ai aussi lancé un autre projet en 2019 qui est le Spot, qui est un takeaway de Pokéball à Lausanne. Et puis maintenant, je viens de lancer une société aussi avec deux associés dans l'achat et la vente de montres vintage. Donc ça, c'est un peu toutes les sociétés que j'ai créées jusqu'à maintenant. Voilà. Alors, on a du sport, on a du loisir, on a de la gastronomie, on a du conseil. Ça nous fait pas mal de domaines différents dans lesquels tu as pu naviguer au fil des années. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré à commencer, à te lancer dans ces aventures entrepreneuriales et surtout d'avoir commencé avec des projets aussi gros? Parce que Alaya, UNESA, on parle quand même d'un centre de loisirs, donc le domaine du tourisme avec beaucoup de particularités, même le management du sport avec ton frère, si tu as pu t'y faire un petit peu la main, mais ça reste des domaines d'expertise quand même. Mhm. Qu'est-ce qui t'a inspiré à te lancer là-dedans et à faire ça immédiatement après ton bachelor? Pour commencer, c'est vrai que quand je faisais HEC, en fait, j'ai aussi profité pour faire quelques stages. J'ai fait des stages dans différentes entreprises et puis aussi principalement dans une banque j'ai fait. Et c'est vrai que c'est une expérience qui m'a beaucoup plu parce que enfin voilà, c'était mes premières expériences professionnelles, donc on apprend beaucoup. Enfin, quand on sort quand on est aux études, on ne sait pas comment ça se passe, rien que voilà, d'être avec d'autres collègues, de répondre à des clients, toutes ces choses qui sont assez simples mais nouvelles. Et du coup, ça m'a appris pas mal de choses, mais ça m'a aussi montré que c'était pas tellement la voie que je voulais suivre à terme, même si c'est ce que je croyais au début. J'aimais beaucoup la banque, la finance, etc. Et du coup, voilà, à la fin de mes études, donc dès que j'ai su que c'était pas fait pour moi, j'ai commencé, disons, à travailler sur les projets que j'avais en tête. Et en fait, enfin voilà, je pense que le dénominateur commun de tous ces projets, c'est tout simplement des idées que j'ai eues tout au long des années. Et voilà, donc le projet Alaya, par exemple, c'était une idée qui est. Donc c'est un mélange d'idées, on va dire, mais une des idées, elle est venue déjà en 2010-2011 lors d'un voyage avec mon meilleur ami aux États-Unis où on a découvert les centres de sport d'action. Et ça a vraiment commencé par cette idée qui a été plantée dans ma tête. Et après, comme tu vois, c'est en 2016 qu'on a commencé à travailler dessus. Donc c'est vraiment 6 ans plus tard, 5-6 ans plus tard. Et c'est un peu là, pour tous les projets que j'ai faits, c'était vraiment des idées que j'ai eues au début. Et puis qu'après, dès qu'il y a eu vraiment des opportunités qui se sont mises ensemble, c'était un peu des concours de circonstances, elles se sont concrétisées. Mais que j'avais, quoi.
Et qu'est-ce qui t'a donné la confiance de te lancer? Qu'est-ce qui a constitué le déclic et qui t'a dit ok, je me lance maintenant? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut être un peu téméraire, tu vois, donc de pas trop non plus réfléchir. Il faut vraiment. Enfin, moi, une chose que je dis, c'est que si je réfléchissais à ce que je faisais, euh, je pense que je ferais rien. Parce que finalement, vraiment, tous les projets que je lance, et surtout que je me rends compte après que voilà, il y a beaucoup de difficultés, il y a des choses qui se passent très mal, il y a des choses qui se passent. Enfin, c'est vraiment, je pense, dès qu'on est entrepreneur, on accepte de faire face un peu au destin et puis du coup, on se donne complètement. Et puis c'est vrai qu'après, il y a des choses très positives et il y a aussi des bas, enfin, c'est ce qu'on dit, il y a les hauts et les bas. Et pour moi, c'est un peu comme ça qu'il faut vivre la vie. Mais c'est vrai que je pense un des points que je dis aussi à toutes les personnes qui me demandent, c'est il ne faut pas réfléchir, il ne faut vraiment pas trop réfléchir aux détails, à qu'est-ce qui pourrait mal se passer. Parce que si on réfléchit à toutes les choses qui pourraient mal tourner, il y en a des milliers. Et on pourrait toujours. Souvent, les gens ils utilisent après ça comme des excuses pour pas se lancer. Et moi, j'essaie juste de ne pas penser, de me dire bah tiens, j'adore cette idée, c'est vraiment ça me prend par les tripes. Et du coup, je fais après les étapes qu'il faut pour les concrétiser. Mais comme je te disais avant, c'est que pour moi, pour concrétiser une idée, il faut aller étape par étape. Il faut faire les premières petites choses qui sont rien que d'écrire l'idée sur une feuille blanche, ça la rend plus tangible. Avec un business plan? Alors, c'est vrai, les business plans, j'ai des avis, j'ai un avis un peu partagé, enfin dans le sens que ce que je trouve bien du business plan, c'est d'écrire son idée sur une feuille. C'est pour ça que moi je dis, je préfère même les executive summary qu'on dit aussi, donc c'est une sorte de business plan résumé. Et je dirais, le moins on perd de temps là-dessus, le mieux c'est parce que ça va tout changer. Enfin, plus le projet avance, plus il va changer. Donc ça, c'est ce qu'on se rend compte aussi. C'est un peu, c'est le business plan. Si on passe une année à travailler dessus, c'est presque une année perdue. Donc il faut vraiment le faire le plus vite possible, écrire les idées, écrire les différents points du business. Voilà, les aspects financiers, les aspects des clients, les aspects de la vision, qu'est-ce que c'est réellement ce projet, qu'est-ce qui nous différencie de la concurrence, mais le faire le plus vite possible. Et après, faut commencer des étapes concrètes, je dirais. Parce que les business plans, puisqu'on en parle, et plus exactement de business model, tu en as Mhm. traversé beaucoup, toi, au travers de Mhm. tes aventures entrepreneuriales, avec chacune vraiment ses particularités, du coup, que ce soit dans la gastronomie, que ce soit donc dans le modèle du loisir, ou, euh, ou encore également sur le consulting, donc que tu Mhm. faisais pour la création de marques. Il y a aujourd'hui, avec le recul, euh, quelles sont selon toi les plus grandes difficultés auxquelles on peut faire face et aussi les forces un petit peu de chacun de ces modèles pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer? Je pense, enfin moi, ce que je dis toujours, c'est que ma plus grande difficulté, c'est de trouver les bonnes personnes avec qui travailler, avec qui collaborer, avec qui s'associer. Ça a été toujours le plus dur parce que ça arrive d'avoir les mauvais associés où ça se passe mal. Ça arrive d'avoir des collaborateurs aussi où ça se passe mal, qui n'ont pas la même vision que le projet, ils ont pas les mêmes. Enfin voilà, ils se donnent pas à fond. Pour moi, le RH, ce qui a été le plus compliqué. Parce qu'après, pour moi, la création d'une société, c'est vraiment un peu procédural. C'est-à-dire, pour moi, la première chose, c'est de trouver un nom. Après, on crée un logo. Après, on crée la société. On fonde une SA, une SAL. Mais tout ça, c'est vraiment c'est de l'administratif, si on peut dire. Et puis, enfin, travailler. Mais de nouveau, même par exemple, un logo, il faut travailler avec les bonnes personnes, avec la bonne designeuse. Donc, à chaque fois, je pense que chaque aspect de la société, c'est de trouver les bonnes personnes. Après, voilà, une start-up, c'est vite vu, c'est pas comme une grande entreprise on peut se permettre d'engager des gens dans chaque discipline. Par exemple, je sais pas, quelqu'un en finance, quelqu'un en compta, quelqu'un qui fait les opérations. La start-up, en général, on va se retrouver à faire plusieurs tâches en même temps. Et tu aurais des conseils justement par rapport à ça, par rapport à ce processus de recrutement, parce que toi-même au cours de tes aventures, que ce soit dans la gastronomie ou dans le loisir, tu as eu l'occasion du coup de changer d'associé. Ouais. Des retours par rapport à cette expérience personnelle sur ta Alors, façon de prendre des décisions aujourd'hui au niveau RH?
Alors, dans tous les cas, ma façon de prendre les décisions, même je pense en général, je pense qu'il faut vraiment. C'est toujours dur. Je veux dire, on se retrouve dans une situation, par exemple, je sais pas, Mhm. on est des associés, on est motivé par une idée. C'est souvent dur à ce moment-là de juger si ça va être les bonnes personnes. Il va falloir, je pense, avoir plusieurs mois de recul, voire même peut-être des années, avant de savoir si ça peut continuer ou pas, ou si ça se passe mal. Donc, pour moi, enfin, aussi par rapport au recrutement, je dirais les profils que j'ai trouvés, les réseaux sociaux, ça a beaucoup aidé. Parce qu'en fait, à chaque fois que je recrutais des gens, j'ai posté des annonces sur Facebook. Et c'est vrai que les meilleurs associés, même certains c'est des associés maintenant, ou les meilleurs collaborateurs, c'est vrai que je les ai trouvés grâce à ça, en fait, grâce aux réseaux sociaux. Euh, donc, je trouve que c'est devenu intéressant maintenant grâce à cet accès à l'information, ces réseaux digitaux finalement. C'est incroyable, je pense, comme ça peut permettre de réunir les bonnes personnes et de réaliser des projets. Donc, ça, c'est un conseil que je peux donner. Et puis après, vraiment, ouais, l'autre, c'est vraiment on peut pas finalement prendre. Il faut avoir un peu de recul aussi. Pour moi, il faut se lancer et puis après analyser sur ce qui se passe. C'est très difficile de dire au moment T. euh, enfin, en fait, c'est trop facile de se dire après, ah ouais, mais j'aurais dû y penser, mais c'est impossible. Je veux dire, dès qu'on est à un moment T, on ne peut pas y penser. Et même surtout, on est des fois même obligé de prendre ses décisions pour avancer tout simplement. Et après, si ça se passe mal, bah, ça se passe mal et il faut juste aviser à ce moment-là, quoi. Commencer le plus tôt possible, c'est bien une notion qu'on a retrouvée chez tous les entrepreneurs qu'on a interviewés jusqu'à maintenant. Ouais, C'est un dénominateur ouais. commun, clairement. Par contre, continuer. Savoir s'il faut continuer ou pas. Mhm. À quel moment, toi, tu places ta limite? Ouais, c'est difficile. C'est vrai que ben, c'est une question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'un projet vaut la peine de continuer ou pas? Surtout après des investissements financiers. Mhm. Et donc, que ce soit via une solution XYZ de crowdfunding ou de fonds personnels ou Mhm. d'autofinancement. Mhm. C'est très dur et c'est vrai que souvent c'est des décisions d'autant plus dures à prendre parce que finalement une startup c'est comme un bébé, on travaille dessus, on passe des heures et des heures dessus, on donne du temps, de l'énergie. Donc, c'est pas évident et c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de réponses justes, je pense. À mon avis, peut-être à un certain point, il faut se rendre à l'évidence et puis si on voit que ça va super mal et puis que les chiffres sont pas là et puis que vraiment il n'y a aucun, je sais pas, signaux qui sont dans le vert, je pense il faut savoir retourner la page. Maintenant, je prends l'exemple du spot, tu vois, on a lancé ce projet. euh, et finalement, c'est dur, enfin, vraiment à un moment Bien à timé. Et pourtant, tu as continué. bien timé, voilà, on a ouvert juste avant tous les confinements, etc. Donc c'était vraiment challenging. Mais c'est vrai qu'à un moment, à la fin de l'année, presque, quand tout un peu s'écroulait, et puis c'est vrai qu'il y a eu des problèmes de personnel, il y a eu des problèmes. Enfin voilà, les chiffres, des fois ils étaient très bien, des fois ils étaient moins bien. Donc tous ces facteurs réunis, ça fait vraiment que des fois on se dit, ben, on veut baisser les bras, on se dit, mais enfin surtout que moi personnellement, je ne travaille pas dedans. Mhm. C'est plus un projet dans lequel j'ai investi, une idée que j'avais en tête, etc. Mais c'est vrai que du coup, c'était de me dire, mais est-ce que ça vaut la peine de dépenser de l'énergie là-dedans, alors qu'en plus, je ne travaille pas dedans, j'ai pas trouvé les bonnes personnes, etc. euh, avec qui m'associer. Mais en fait, c'est vrai que des fois, il y a des signes dans ces milieux. Je pense dès qu'on a un projet et qu'on fait les choses juste, il y a des signes. Et c'est vrai que bah, tout à coup, j'ai eu une postulation d'une personne qui était intéressée. Je me suis dit, bah, tiens, je relance un recrutement pour trouver quelqu'un. Et puis, j'ai trouvé une personne. Donc, je me suis dit, bah, je relance parce qu'il y avait aussi des signaux positifs avec ce projet où finalement, on a fait des bons chiffres, des chiffres assez encourageants pour l'avenir malgré la pandémie. Donc pour moi, c'est juste de peser vraiment les avantages et enfin ce qu'il y a de positif, ce qu'il y a de négatif. Mais Et finalement, pas trop réfléchir et rester optimiste, non? ouais, ça c'est assez important, ouais, c'est pas trop réfléchir. Euh, mais ouais, c'est ça. Mais pour en revenir du coup à comment se lancer, comment est-ce que toi tu as réussi à financer tes premières entreprises
et tes premières aventures entrepreneuriales, y compris celles que tu démultiplies aujourd'hui, puisque il y a le Spot, il y avait Ayala avant, il y a aussi deux autres sociétés dont tu me parlais, tu as ta société aussi de création de marque. Euh, Comment est-ce que aujourd'hui, si tu devais refaire tout ce process, comment tu t'y prendrais en termes de financement? Alors, pour financer mes différents projets, euh, mon tout premier projet qui était à l'AIA, mon tout premier, ma toute première entreprise, pour la financer, j'ai demandé de l'aide à mes parents. Parce que, bien évidemment, en sortant des études, j'avais fait des petits stages, mais en tout cas, j'avais pas les fonds suffisants, les économies suffisantes pour monter comme tu l'as dit avant, on a créé une SA au tout début. Et du coup, ça nécessite 100 000 francs de capital initial. Et vu qu'on était trois associés, on devait mettre à peu près 33 000 francs chacun. Et du coup, pour ce montant-là initial, j'ai demandé de l'aide à mes parents. Après, vraiment, il y avait différents moyens que j'ai pu voir pour financer les projets. Donc après, avec Alaya aussi, on a fait un crowdfunding. Donc on a réussi à lever 100 000 francs, 107 000 francs. Et donc c'est aussi un moyen très intéressant de financement. Mais il ne faut pas le sous-estimer, ça nous demande beaucoup de temps, il faut vraiment passer par... Parce que concrètement, Ouais. Alaya, le fait est que souvent, et c'est ce qu'on a pu voir à travers Manon, à travers Anton la semaine d'avant, et même à travers Amine, c'est que eux sont partis vraiment dans des projets qui nécessitaient pas beaucoup de fonds de départ. Mais on est quand même, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent avoir des idées de projets un petit peu plus utopiques comme le tien, où tout de suite on parle d'une SA. Concrètement, j'imagine que la construction elle-même du centre a dû encore nécessiter des levées de fonds supplémentaires. Tu me parlais de la campagne de crowdfunding. Mais comment est-ce que tu gères tes coûts et ta budgétisation sur des projets pareils? Pour moi, c'est vrai que de nouveau, je pense qu'il faut. C'est vrai que des projets comme ça, on peut vite, si on se dit, mais en fait, chaque projet va peut-être coûter des millions à construire, etc. Donc, c'est énorme. Enfin, c'est impossible de trouver tout cet argent. Déjà, ça serait une excuse pour ne pas le faire. Mais nous, ce qui s'est passé, c'est vrai que, bon, après, on avait d'une certaine manière un peu de chance, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y avait, au début, on savait aussi qu'il y avait l'intérêt d'un investisseur derrière. Du coup, ça, c'était déjà une bonne chose. Mais après, c'est vrai que je pense justement dans ce genre de projet plus conséquent, ce qu'il faut faire, c'est de monter déjà enfin, ficeler bien un projet et puis ensuite essayer d'aller trouver des investisseurs. Nous, on avait aussi du soutien, par exemple, du canton du Valais qui était prêt à nous soutenir. Donc du financement, par exemple, du fonds du tourisme. C'est des fonds aussi qui sont accessibles, qui peuvent être relativement conséquents si le projet rentre bien dans ces domaines-là, et puis qui peuvent permettre de se lancer. Donc ça c'était aussi, et puis bien sûr, aussi on avait pensé à un emprunt bancaire, qui sont aussi faisables du moment, mais après l'emprunt bancaire, il faut quand même avoir les sécurités derrière, donc avoir, disons, pour qu'on ait ce prêt, par exemple, il fallait qu'il y ait les autres financements qui soient sécurisés. Mais voilà, enfin, je pense qu'avec différents moyens, on peut lever des centaines de milliers de francs, voire des millions de francs. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'il faut juste être assez créatif, ne pas hésiter d'utiliser son réseau, ne pas hésiter de contacter des investisseurs ou des business angels, parler de son projet. Mais je pense qu'il faut croire déjà en son projet pour pouvoir lever des fonds. C'est déjà ça, c'est la première chose, c'est qu'il faut parler comme s'il était réel. Nous, on voyait, enfin, dès que par exemple on parlait d'Alaya, il n'y a pas une personne qui nous a dit ah non, mais il est nul ce projet. On y croyait tellement, on l'avait tellement en tête, on avait tellement une bonne vision de ce que c'est comme projet qu'on le vendait à peu près n'importe qui. On allait parler à des investisseurs, on a parlé à des banques, et puis ils nous suivaient, ils disaient ah mais c'est génial, ouais, on peut certainement trouver un moyen de vous aider. Donc pour moi, ça c'est un point très important, je pense, dans l'entrepreneuriat, et je pense même dans la vie en général, c'est d'avoir une vision, de, de ce qu'on veut en fait. C'est vraiment d'avoir une vision concrète, c'est-à-dire que moi, si je lance par exemple une marque ou un produit, vraiment
j'ai presque en tête à quoi il va ressembler quand ça va être lancé, tu vois, comment ça va être vendu, comment ça va être, je sais pas, même quelles seront les valeurs de la marque, etc., etc. Donc c'est toutes ces choses où il faut vraiment réussir à les vivre. Et c'est pour ça que je te disais aussi, ce qui est bien d'écrire, c'est que tu mets noir sur blanc, tu vois. Et ça, pour moi, c'est tellement important parce que bah, dès que ça revient à des questions de financement aussi, ou dans si tu dois aller vendre à n'importe quelle partie prenante le projet, bah, tu dois le faire comme s'il était déjà réel, en fait, tu vois. Et là, tu arrives à les convaincre. Tous tes apprentissages pour réussir à faire ce que tu as fait aujourd'hui, d'après toi, tu les tires d'où? Du terrain plus? Ou c'est passé à travers des tutoriels sur Internet? Ou à travers des lectures particulières? Ou des role models, comme on dit? Des personnes qui t'ont inspiré à faire des choses? Et du coup, qui ont servi de modèle? Je pense que c'est beaucoup de pratique. Donc c'est un peu toute la... Le plus on peut pratiquer quelque chose, même de faire des stages par exemple, ça aide, ça te permet d'être confronté à une situation réelle de business, d'être avec des collègues comme je disais, ou bien de discuter avec des clients. C'est de la pratique, parce que c'est vrai que si tu lances une boîte mais que tu n'as aucune expérience dans une entreprise par exemple, bah, c'est vrai que tu ne saurais pas comment écrire un mail, tu ne saurais comment écrire, je sais pas, tout à coup tu veux faire un communiqué de presse puis envoyer ça à des journalistes, ben, si tu sais pas écrire un mail, c'est compliqué de les convaincre de faire un article sur un projet. Donc pour moi, c'est vraiment petit à petit de l'expérience, c'est aussi ce que j'ai fait avec mon frère, donc de le manager, de travailler avec des marques, de faire des mails à répétition. Euh, il y a aussi des notions que j'ai appris à l'université, donc en HEC, la comptabilité, c'est toutes des notions que j'ai apprises, puis qu'ensuite je pratique de manière régulière. Mais finalement, je pense c'est il n'y a jamais mieux que la pratique. Là. D'être théorique, c'est pour ça que je dis même quand on lance une boîte, il ne faut pas rester trop dans la théorie pendant des mois et des mois. Il faut essayer de plus rapidement possible de passer à la pratique. Donc de parler à des gens, d'essayer de parler à des investisseurs, de commencer à créer le logo. C'est toutes des choses, des actions concrètes et pratiques qui sont faites. Et plus personnellement, sur tes du coup 6 ans d'entrepreneuriat presque, quels ont été selon toi tes 3 plus gros apprentissages? Alors, c'est une très bonne question. Donc, mes plus gros apprentissages dans cette expérience, ben, bon, je dirais, un des- une des choses, c'est vraiment de, de- de rêver puis de croire en ses rêves, de faire ce qu'on aime dans la vie, hein. Ça, pour moi, c'est crucial. C'est vrai qu'il y a les statistiques qui montrent que vraiment, dans la société, je pense qu'il y a, euh, je sais pas, 85% des gens qui sont pas heureux dans leur travail. Et puis, après, je dis pas ils sont très malheureux, mais je dis ils ont pas la flamme, tu vois. C'est vraiment une sorte de job où tu fais voilà, ta semaine, tu gagnes ta vie, et puis après, tu pars en week-end pour t'amuser. Mais moi, je trouve que c'est assez catastrophique de vivre sa vie comme ça, parce que ça veut dire vraiment que tu as 5 jours par semaine, donc 5 jours sur 7 qui sont en fait à faire quelque chose qui te stimule pas. Et 2 jours sur 7, éventuellement, si bien sûr tout se passe bien, bah, où tu fais des choses que tu aimes. Ben, moi, ma vision de la vie, c'est d'abord de faire les choses que tu aimes en majorité. Et après, s'il y a des jours où tu fais des choses que tu n'aimes pas, bon, bah, il faut que ce soit minoritaire. Et donc, vraiment, ça, pour moi, c'est la chose numéro 1, de faire ce qu'on aime. Deuxièmement, c'est de se lancer, donc de ne pas avoir peur de se lancer, parce que euh, je sais pas, enfin moi je réfléchis pas, je dis voilà, je réfléchis pas et je me lance à chaque fois. Après, un des points importants, c'est que j'essaie, et puis enfin, du coup, ça m'amène sur le troisième point, mais c'est de bien s'entourer. Pour moi, c'est les trois choses, c'est de rêver grand, de se lancer et puis de bien s'entourer. Parce que Comment tu si on... t'entoures? Voilà, Et comment tu t'entoures? voilà, comment tu t'entoures. Parce que si tu t'entoures bien, bah, enfin moi seul, j'aurais été incapable de faire tous les projets que j'ai faits. C'est toujours, je pense, c'est de trouver les personnes qui ont des compétences aussi complémentaires. Parce que moi, je suis pas bon dans tout non plus. Moi, je suis bon, je sais pas, peut-être en marketing, je joue un peu avec les chiffres, donc je fais un peu de compta.
mais je suis pas bon dans peut-être, enfin je suis pas bon dans plein de choses. Donc finalement, c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois, c'est de m'entourer des bonnes personnes qui vont me compléter en fait. Parce que là, on en vient à la question, à quoi ressemblent tes journées à manager plus de 4 projets simultanément, qui derrière ont de vrais engagements financiers. C'est du jonglage. C'est vraiment, mais c'est ça, c'est que vraiment des fois je me retrouve à, je sais pas, à un moment j'écris un mail pour un fournisseur de nourriture, après j'écris un mail à un sponsor de mon frère, après je regarde pour un client qu'on a avec notre entreprise de marketing, donc je sais pas, je fais un mail à cette personne, des fois je fais de la compta, j'envoie des factures, donc c'est vraiment, je jongle entre toutes ces choses. Euh, mais, euh, mais voilà, enfin moi, c'est ce qui me stimule. Enfin, vu que c'est des projets que j'ai moi-même initiés, tu vois, c'est vraiment c'est pour ça que c'est pas difficile pour moi de le faire. Je pense que c'est aussi une chose qu'on pourrait se dire, ouais, mais si tu as trop de projets, comment tu fais? Enfin, ah, mais je vais pas lancer ce projet, bah, j'en ai trop. Mais enfin, non, moi je vois un peu, dès qu'il y a des opportunités, bah, je les saisis et puis ça se fait. Et puis après, je vise après sur le moment comment gérer ça. Mais c'est vrai il faut savoir bien s'organiser, il faut. euh, et puis voilà, faut prendre le temps pour faire chaque chose, quoi. Et pour boucler la boucle, on va dire, euh, on a entendu parler de toi via Manon qui t'avait rencontré à travers le programme de mentorat. Mhm. Euh, c'est une expérience que tu as faite. Euh, Quelles ont un peu pu être tes observations du coup et un petit peu tes conseils si tu mentorerais à nouveau quelqu'un aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Enfin, moi, comme j'ai dit, j'aime beaucoup partager. Si quelqu'un estime que je peux l'aider, moi je le fais toujours avec plaisir et sans rien demander en contrepartie, parce que voilà, ça me fait plaisir d'aider les gens. C'est aussi comme ça que j'ai commencé à travailler avec mon frère, c'est juste par plaisir enfin moi c'est des choses que j'aime faire, du management, du coup, enfin la partie administrative d'un artiste ou d'un athlète, c'est des choses que moi ça me dérange pas et que je fais volontiers. Et puis le fait voilà, de pouvoir l'aider, ça me fait plaisir et c'est la même chose pour le mentorat. Si je peux aider des gens, je le fais avec plaisir, mais le problème c'est que souvent les gens ils ont pas ils ont pas la motivation, euh, ils bloquent vite et puis ils vont pas aller plus loin. Et c'est vrai que moi, si tout à coup j'aide quelqu'un, bah, la première chose que je lui dis, c'est je t'aide avec plaisir, mais il faut que ça vienne de toi, et il faut que ce soit toi qui vienne vers moi et qui me pose des questions et puis qui, qui me, ouais, qui me sollicite. Parce que sinon, ben, moi, tu vois, je peux pas apporter des choses à quelqu'un qui a pas envie d'avancer et puis qui fait des choses juste parce qu'on lui a dit de le faire ou voilà, ou ouais, parce qu'on lui a dit de le faire et puis voilà. Donc pour moi, c'est important que chacun soit indépendant, aille demander de l'aide et puis enfin, je sais pas, qu'il y ait une flamme, tu vois, au fond de chacun et puis qu'il la suive. Puis si quelqu'un a une flamme, moi, c'est avec plaisir que je donne tout ce qu'il faut pour l'aider, c'est sûr. Eh bien, merci beaucoup pour tous tes conseils. Des questions de l'audience peut-être? Oui, notamment une à propos du business plan. Oui. Personnellement, j'avais déjà entendu parler que ce n'était pas quelque chose de nécessaire à faire, notamment en début de projet, parce que on nous demande, quand on fait un business plan, de voir à objectif plusieurs années en avant, alors qu'en fait, on est simplement en train d'essayer de créer le projet. Mhm. Donc la question, en fait, c'est, mais du coup, ne pas avoir de business plan, en fait, est-ce que c'est pas un frein, par exemple, pour se lancer, pour demander des financements? Parce que en fait, les banques, elles comprennent qu'on est au début du projet, mais elles ont vraiment envie d'avoir des garanties. Mhm. Est-ce que c'est pas se mettre des bâtons dans les roues? Ouais, c'est une bonne question. Je pense pas. Enfin, de nouveau, je pense qu'il faut faire les choses qui sont nécessaires pour le bon développement du projet. C'est-à-dire que moi, je pense qu'au tout début, parce que souvent, ce qui va bloquer les gens, même, c'est même avant toutes ces choses. Et puis sinon, il y a beaucoup de gens qui vont procrastiner et puis passer des années sur un business plan et de faire quelque chose je sais pas, de 50 pages, une vraie encyclopédie.
mais qui finalement va servir à rien parce que, comme je l'ai dit, on se rend compte que très vite il évolue. Très vite, les hypothèses qu'on avait mises ne sont pas forcément justes. Et du coup, elles sont différentes. Et du coup, tout le business plan change en fait. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas trop passer de temps là-dessus. Par contre, si tout à coup il y a, je sais pas, une banque qui a besoin d'un plan financier de l'entreprise ou un plan prévisionnel, bah, dans ce cas, il faut faire tout le plan financier détaillé, etc. Et le faire vraiment de manière poussée, ça c'est sûr, pour pouvoir justement obtenir des financements ou ce genre de choses. Mais il ne faut pas passer trop de temps sur un business plan initialement. Vraiment, je pense au tout début de l'idée, faut le faire assez vite, il faut faire un executive summary, 3 pages. Euh, donc pour moi, c'est un executive summary, c'est le business plan, mais vraiment raccourci, avec je sais pas, il y a peut-être une petite dizaine de points à mettre dedans. Et puis après, mais sauf que ça tient sur 2, 3 pages, tout au plus. Et ça, pour moi, c'est déjà très bien pour commencer vraiment les démarches initiales d'un projet. Et puis après, s'il y a besoin de détails supplémentaires dans des points peut-être du business plan, qui est je sais pas, le financement et puis par exemple le plan financier prévisionnel, bah, dans ce cas, ça, il faut le faire plus en détail. Mais pas passer trop de temps juste à écrire du texte et puis qui va changer par la suite. C'est ça que je voulais dire en fait. Eh bien. Eh bien, merci beaucoup. Mais j'ai en fait une dernière question pour toi, que je t'avais posée précédemment, mais j'ai coupé la réponse. Tu t'es intéressé, tu t'es lancé dans plein de domaines variés. Et, quelle est un petit peu l'astuce, ou du moins quelle est ta façon d'aborder les choses pour pouvoir prendre la main et devenir acteur sur des domaines dans lesquels tu n'étais pas nécessairement familier, que ce soit dans le domaine du sport, je ne sais pas, mais j'imagine qu'en tout cas c'est ton frère qui était à fond là-dedans, mais toi concrètement, il a fallu que tu commences quelque part pour commencer à contacter les différentes agences, les différents partenaires. De même pour quand tu t'es lancé dans la gastronomie, où tu es un peu parti de zéro. Comment est-ce que tu as acquéri le capital nécessaire en termes d'information? C'est une bonne question. C'est vrai que je pense d'ailleurs le bon exemple, comme tu as dit, c'est celui de mon frère avec le management. Parce qu'en fait, un manager, en fait, ce qu'on attend de lui, c'est que je pense que le meilleur manager du monde, c'est celui qui a le plus grand réseau du monde. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui a un réseau énorme et qui peut juste prendre son téléphone, appeler quelqu'un, dire voilà, j'ai telle personne, est-ce que tu veux le sponsoriser ou est-ce que tu veux faire un événement avec lui, etc. Donc c'est vraiment du networking, du réseau. Parce qu'après, le reste du management, c'est beaucoup d'administratif, c'est des contrats, lecture des contrats, c'est du légal, c'est de la comptabilité. Enfin, bon, moi je fais un management plus, comme je dis, donc je fais vraiment un peu de tout, de la comptabilité, je gère les finances de mon frère, donc c'est très large, mais c'est spécifique. Par contre, un management pur, c'est vraiment contrat, trouver des partenaires, faire signer des contrats, et puis s'assurer que voilà, l'athlète ou l'artiste, il réalise bien le contrat, et voilà. Donc, mais pour moi, ça, c'est vraiment le réseau. Et en fait, je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais je sors des études, mon réseau est quasi nul, mais est-ce que je peux être légitime comme manager de mon frère qui était déjà dans l'équipe nationale, snowboard professionnel, il va déjà des podiums en Coupe du Monde. Et bon, après, moi, la réponse, pour être honnête, la réponse qui m'a fait me lancer, c'est que j'ai réalisé, si tu veux, mon frère avait un autre manager, une autre boîte de management, et d'ailleurs enfin, c'est une boîte réputée. Mais il faisait vraiment très peu de choses pour mon frère. Et en fait, la seule chose qui m'a fait me lancer, c'est de me dire, mais dans tous les cas, ça ne peut pas être pire qu'avant. Au pire des cas, je peux être vraiment au même niveau. Donc, puis surtout que je savais, je sentais que je pouvais faire quelque chose de plus. Donc, je me suis lancé. Et puis, effectivement, je pense que c'était la meilleure décision que j'ai prise, c'était de me lancer là-dedans et puis de développer ça. Parce que maintenant, après plusieurs années, bien sûr que j'ai créé un réseau, j'ai rencontré énormément de marques, surtout avec mes différents projets. Donc, avec Alaya, on a rencontré des marques, tout au long de mes différents projets, j'ai tissé un énorme réseau et puis maintenant de plus en plus il grandit. Mais il faut bien commencer quelque part, tu vois.
tu peux pas. Après, oui, tu pourrais faire un stage dans une boîte de management et puis justement faire des contacts là-bas et puis petit à petit grandir. Mais c'est un peu ce que j'ai fait, sauf que après, moi, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu la chance d'avoir mon frère qui avait un besoin de management. Et puis du coup, c'était une opportunité pour moi. Qui Mais t'a permis d'aller bien plus loin au final. Exactement, Beaucoup d'autres domaines. exactement. Mais après, c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis ou des connaissances qui justement ont suivi un peu ce chemin et qui ont pris le management de leurs copains ou de leurs copines et puis après qui ont managé des amis. Et du coup, pour moi, ça c'est super. C'est que si on a une opportunité de manager quelqu'un qui est une étoile montante, bah, franchement, il n'y a rien à envier à une très grosse boîte, à une très grosse structure parce que justement, les étoiles montantes, elles vont souvent être négligées, même si elles sont managées par ces boîtes, elles vont souvent être managées de la mauvaise manière et négligées parce qu'elles ne rapportent pas assez d'argent. Tu vois. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment nouveau de ne pas avoir peur de ne pas être capable. Pour moi, si on a une passion, une motivation, qu'on aime ce qu'on fait, qu'on est convaincu par ce qu'on fait, on va faire ce qu'il faut, c'est sûr. On va donner le travail, on va travailler certainement 10 fois plus qu'une agence de management pour un athlète qui est pas encore Roger Federer. Parce qu'on se passionne. Exactement, parce qu'on se passionne, on va vraiment tout donner, ça va nous intéresser. Donc, et pour moi, c'est ça, c'est que je pense il faut vraiment pas trop réfléchir finalement. C'est ça, c'est que moi, je me suis juste dit, ben, de toute façon, ça peut pas être pire, donc je me lance. Et j'ai pas réfléchi à, est-ce que les marques vont arrêter de travailler avec lui parce qu'il y a un nouveau management ou est-ce que je vais vraiment réussir à lui trouver des nouveaux sponsors. Je n'ai jamais pensé à tout ça. Je me suis juste lancé, c'était ma passion, ça m'intéressait et puis c'est comme ça que c'est parti. Et je pense vraiment c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Ouais, c'est vraiment de suivre un peu son instinct, son cœur, sa passion et son intérêt, quoi. C'est ça pour moi le plus important. Eh bien, merci beaucoup. C'était une intervention particulièrement enrichissante ce soir. Un grand merci d'avoir été présent. Un grand merci aussi à Manon de t'avoir invité. Ouais. Eh bien, sur ce, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, et Facebook, et sur YouTube également. Vous pouvez vous abonner ou liker la vidéo. Et puis, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle interview. Toujours sur le domaine du sport, il me semble. Bah, merci pour l'invitation et puis aussi merci Manon d'avoir pensé à moi. Et c'est vrai que c'est assez touchant qu'elle ait pensé à moi parce que ça veut dire qu'elle a été inspirée un peu par ce que je lui ai amené. Et du coup, et puis aussi bravo pour ce que tu fais parce que c'est super de se lancer, quoi. Moi, j'encourage tout le monde à le faire. Voilà. Merci à tous. Ciao.